Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la tête à Toto. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. On va parler photo. Non. On va parler vidéo. Non plus. Tu vas parler de nouvelles technologies. Toujours pas. Est-ce que tu peux me laisser finir mon intro s'il te plaît? Oui, bon, d'accord, ok, vas-y. Donc, lors de la création de la chaîne, j'avais fait une petite vidéo d'introduction qui vous disait que cette chaîne allait parler de photos, de vidéos, de nouvelles technologies, mais aussi éventuellement un petit peu du vlog et surtout du voyage. Et c'est vrai que depuis que j'ai créé la chaîne, il y a maintenant 6 semaines, je n'ai parlé que de photos, de vidéos et de nouvelles technologies. Donc aujourd'hui on va parler voyage, parce que c'est aussi un de mes sujets favoris. Je vais vous emmener quelque part. Sérieux? Tu m'emmènes où? Je vais vous emmener, non je vais pas vous emmener. Disons que je vais vous donner des astuces pour préparer un voyage, et pas n'importe quel voyage, puisque je vais vous donner des astuces pour partir en Islande. Ah, l'Islande. Quel merveilleux voyage. Vraiment. C'est très à la mode d'ailleurs en ce moment l'Islande. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'autour de nous, tout le monde va en Islande. Je vous confesse bien un petit peu aussi que j'ai eu envie d'y aller parce que aussi c'était la mode et parce que j'étais très attiré par les paysages que de nombreux photographes ont participé à populariser ces derniers temps avec de magnifiques clichés, mais en même temps, attention, le spot commence à être un petit peu rincé. Donc si vous avez envie d'aller là-bas pour faire des images un petit peu uniques, c'est peut-être presque déjà trop tard. Néanmoins, si vous voulez y aller, je vais vous donner 5 astuces, 5 pistes, 5 manières de préparer votre voyage de la meilleure façon qui soit, parce qu'on ne débarque pas en Islande comme ça, en un claquement de doigts, ça n'est pas possible. Le pays ne s'y prête pas, le climat ne s'y prête pas, les conditions de vie ne s'y prêtent pas non plus. On ne peut pas aller en Islande sur un claquement de doigts. Ceci étant dit, c'est parti, on y va tous ensemble. L'Islande. Mon Dieu. Toujours très facile de déplier ces cartes. Jamais facile de les replier. Yes, c'est bon. Je disais donc. L'Islande. Cette terre de feu et de glace, très à la mode comme je le disais dans l'introduction, fantasmée par de nombreux voyageurs et de nombreux photographes pour ses paysages fantastiques. Elle attire sacrément avec ses airs de Far West nordique, sa densité de 3 habitants au kilomètre carré sur lesquels vous ne tombez pas sur de nombreux cons à chaque coin de rue. Non, je déconne. Les étendues à perte de vue, les routes interminables et les paysages à couper le souffle. C'est un tableau bien idyllique. Mais qui pourrait gravement vous tromper sur ce qu'est réellement l'Islande. Parce qu'à force de voir tellement de gens autour de vous qui y vont, je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez au moins quelqu'un dans votre entourage qui y est déjà allé. Vous êtes peut-être allé voir des photos de grands photographes sur des sites comme 500px par exemple. Vous êtes peut-être dans des groupes de voyage qui vous incitent à partir en Islande. Vous avez forcément aussi reçu des promotions dans les ventes privées, les choses comme ça, qui vous incitent à partir en Islande à bon prix, vous voyez. On pourrait croire que c'est totalement banal en fait de partir en Islande, mais en réalité, ça n'est absolument pas banal. Le groupe avec lequel je suis parti, 3 amis et moi-même donc, nous avons pris 6 mois. 6 mois pour préparer notre voyage en Islande, et croyez-moi, il faut ça. Parce que je vais vous lister un certain nombre de points, dont certains peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé, qui sont très importants pour planifier votre voyage. Et croyez-moi, beaucoup de choses vont dépendre de ces points-là. Donc, sans plus attendre, c'est parti! Alors, petite parenthèse avant de vraiment commencer. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que j'ai inversé mon setup depuis les précédentes vidéos. C'est-à-dire que d'habitude, j'avais ma caméra là-bas. Aujourd'hui, j'ai inversé ça tout simplement parce que je vais avoir besoin de vous montrer beaucoup de choses sur l'écran de l'ordinateur, et donc je vais mettre ma tête dans un petit coin de l'écran, etc. Comme ça, je vais moins vous embêter avec ma tronche pas possible. Yes, 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 on va moins te voir. D'accord. Bon, ça c'est fait. La première chose, la plus importante que vous devez faire, c'est de prévoir à l'avance
ce que vous voulez visiter. Alors ça peut paraître un petit peu imbécile de dire ça comme ça, parce que n'importe quel voyage se fait en planifiant ce que vous allez voir, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas simplement en train de faire une liste de choses à visiter en allant à Paris, à New York ou dans n'importe quelle grande ville où vous pouvez prendre un métro et en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes vous retrouver là où vous vouliez être. L'Islande, c'est très différent, parce que une chose que je vais vous montrer, c'est que l'Islande est grande. Ok, c'est une île, ok, elle est quelque part entre le nord de l'Angleterre et le cercle polaire. On pourrait se dire que c'est un petit territoire, mais regardez bien un petit peu à l'écran. Vous pouvez constater que l'Islande, le site dit à peu près 6 fois plus petit que la France. Dans la réalité, c'est plutôt 5, si on compare les chiffres exactement. Donc l'Islande, c'est grosso modo 1/5 de la France. Et la France, c'est quand même plutôt grand. Vous partez une semaine en France, ou même 2 semaines en France, vous n'avez pas le temps de visiter toute la France. C'est clair et net. Même si vous vouliez vous consacrer qu'à une seule région, si vous voulez explorer une région française de fond en comble, 2 semaines, ça ne suffit pas généralement. Donc, grâce à ce petit schéma, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre compte que l'Islande, c'est grand. C'est grand, c'est à peu près 5 fois plus petit que la France. Plus important encore, on pourrait se dire, bon ok, c'est 5 fois plus petit que la France, donc c'est pas si grand que ça, et effectivement, on a le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Oui, mais il faut prendre en compte les temps de déplacement, et c'est là que ça devient très important de planifier votre voyage, c'est parce que entre chaque lieu, entre chaque destination, vous allez avoir un temps de déplacement qui va être important, tout simplement parce que les routes en Islande, vous ne pouvez pas rouler aussi vite que sur une autoroute française à 130 km/h. Là-bas, la N1, donc la route qui fait toute la périphérie de l'Islande, est limitée à 90 quand les conditions climatiques sont favorables. Évidemment, dès que les conditions climatiques se dégradent, ne rêvez pas, vous ne pouvez pas rouler à 90 sur cette route-là, et je ne parle même pas des petites routes intérieures dont le revêtement est occasionnellement très dégradé et qui vous oblige parfois à rouler très doucement, augmentant ainsi les temps de déplacement. Donc, cette première chose étant dite, intéressons-nous maintenant à la méthode sur comment dégoter vos lieux de visite en Islande, et pour cela, je vous recommande fortement d'utiliser tout simplement Google Earth. Donc, Google Earth. Tapons déjà notre destination. Welcome to Iceland. Bien. Donc, déjà ce qu'on peut voir, c'est la géographie globale de l'Islande. Dites-vous que ça représente à peu près 1/5 de la France. On va constater très très vite que les distances sont quelque chose de considérable. Quand vous arrivez à Reykjavik, juste à côté de Reykjavik, à l'aéroport, et que vous prenez possession de votre voiture de location, l'une des premières choses que vous allez vous rendre compte, c'est que si vous voulez vous rendre sur un site majeur, genre complètement au hasard Skogafoss, où est Skogafoss dans ma liste? Et là, voilà. Donc complètement au hasard, Skogafoss, c'est une chute d'eau, l'une des plus connues, voire même la plus connue d'Islande. C'est que rien qu'à vol d'oiseau, il y a 137 km. Aller. Donc si vous prenez un hébergement à Reykjavik, c'est 137 km aller, et le soir, c'est 137 km retour pour retourner dormir à votre hôtel. Et ainsi de suite, si vous voulez aller par exemple au mont Kirkjufell, et ben même en prenant des distances vite fait comme ça, accumulées, hop, que vous êtes obligé de faire tout le tour de la péninsule et que vous traversez là, et ben c'est pareil, vous en avez pour à peu près 150 km, aller seulement, donc ça fait du 300 km aller-retour. Rien que pour faire une petite portion de la côte islandaise. Donc c'est important quand je vous disais tout à l'heure que on ne fait pas des déplacements comme ça en un claquement de doigts en Islande. Si je regarde un petit peu le programme que nous avions fait, mes amis et moi, pour visiter l'Islande, notre séjour se divisait en 2 parties. Première partie, première semaine, nous étions censés prendre
possession d'un camping-car de location depuis l'aéroport, de façon à faire tout le tour de l'île. On voulait vraiment faire un road trip complet autour de l'Islande. Forcément parce qu'on avait déjà constaté que les distances étaient très importantes. Donc on s'était dit, ça sert absolument à rien de se payer un hôtel, que ce soit à Reykjavik ou nulle part ailleurs, puisque quand on voudra aller voir tel ou tel endroit, on va faire des dizaines, des centaines de kilomètres chaque jour pour pouvoir revenir le soir dormir. Donc autant avoir un camping-car, comme ça au moins, peu importe l'heure à laquelle on arrive sur les lieux, on se pose, on dort, et le lendemain matin, on reprend la route exactement là où on s'était arrêté la veille. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est super important de prévoir tout de suite les lieux que vous comptez visiter. Je vais vous montrer un petit exemple sur l'écran juste devant moi. Vous voyez, sur la partie gauche de l'écran, j'ai prévu tout un tas d'épingles qui, en fait, représentent les endroits que j'ai pris le temps de repérer avant le séjour. Et je le sais bien puisque c'est moi qui me suis occupé de prévoir le planning de nos visites avec mon groupe en Islande. Donc, j'ai consulté des vidéos sur YouTube, je suis allé voir sur le site 500px, de voir un petit peu quels étaient les plus beaux spots de l'Islande. Vous pouvez tout à fait donc utiliser le site 500px. Voilà, donc la partie recherche, vous tapez Iceland et vous allez très très vite tomber sur une ribambelle infinie de photos d'Islande qui vous montrent des tas d'endroits. Regardez bien dans les photos qui vous plaisent le plus, les endroits qui vous plaisent le plus, très souvent il y a le nom de la localité qui est indiqué. Donc à partir de là, on va essayer de trouver un exemple très rapide. Mettons, tiens, ça va être assez facile, puisque je connais déjà l'endroit que c'est. Hop là. Peux-tu me montrer la photo, s'il te plaît? Voilà. Vous voyez là en haut à droite que c'est le fameux lagon des icebergs du Jökulsárlón. Le Jökulsárlón, après, vous prenez ce mot-là, vous retournez dans Google Earth et vous le tapez, sauf que moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Jökulsárlón, lagon des icebergs, et on peut voir qu'il est ici. Le temps que ça s'affiche, désolé, j'ai une connexion très très lente. Et donc en fait, la photo que nous venons de voir sur 500px, voilà, a donc été prise ici. Là où les icebergs s'amoncellent avant de partir dans le canal et de finir sur la mer. Et donc si vous avez activé les photos dans Google Earth, vous allez assez rapidement pouvoir vérifier avec les photos prises à cet endroit-là que c'est bien ce lieu-là que vous cherchez. Voilà, on va en prendre une. Voilà, et on peut très vite constater que effectivement ça ressemble beaucoup à la photo que vous aviez trouvée sur 500px. C'est avec cette méthode-là que j'ai établi la liste des choses à voir en Islande. Pas que, mais essentiellement. C'est-à-dire vous pouvez faire l'essentiel de votre job avec ces simples outils-là. Donc, on va dézoomer un petit peu. On va revenir là, et bien entendu, vous avez l'outil des itinéraires dans Google Earth. Donc vous mettez votre point de départ, vous mettez votre point d'arrivée, vous lui demandez de calculer un itinéraire, et là vous allez découvrir combien de temps il vous faut pour aller d'un point A à un point B. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il vous faut plusieurs heures pour faire ça. D'où le choix de la location du camping-car pour la première semaine de nos vacances avec le groupe. Première semaine parce que en fait on est allé dans la partie nord, enfin les West Fjords, les fjords du nord, les West Fjords, donc tout ça. Et en fait là il n'y a pas beaucoup d'hébergements. Donc c'est vrai que nous on a fait toute cette zone là la première semaine, on a fait toute cette zone là la première semaine, donc la péninsule du Snæfellsjökull, le mont Kirkjufell, on est allé un petit peu dans l'intérieur des terres, à Geysir, à Öxarárfoss, à tous ces endroits là. Et en deuxième semaine, après, on a pris un hébergement dans la ville de Selfoss parce que ça nous rapprochait beaucoup de tout ce qu'on appelle le triangle d'or en fait de l'Islande, c'est-à-dire l'endroit à la côte sud qui regroupe le plus grand nombre de points de vue remarquables et de lieux remarquables. Donc, point numéro 2. J'ai brièvement évoqué
le fait qu'en première semaine, nous avions fait le choix d'un camping-car et ça va m'amener au sujet des déplacements. Après avoir prévu la liste des choses que vous vouliez faire, il va falloir apprendre à prévoir vos déplacements. Donc, le point de départ absolu, c'est que de toute façon, quand vous arrivez en Islande, dès l'aéroport, il va vous falloir obligatoirement louer une voiture. Parce que déjà, il ne faut pas compter sur l'organisation de transport en commun en Islande pour aller visiter l'Islande. À moins que vous ayez payé un tour opérateur qui a prévu de louer un bus et de vous emmener faire le tour de l'île avec un bus dans un groupe, ce qu'on croise relativement régulièrement quand on se balade en Islande. Mais auquel cas vous n'êtes pas libre de votre programme, donc auquel cas ça fait annuler le premier point que j'ai évoqué avec vous. Si vous n'êtes pas dans ce genre d'organisation là, il est indispensable, je répète, il est indispensable d'avoir votre propre moyen de locomotion. Et ça c'est super important. En ce qui concerne le choix du véhicule, ça va dépendre vraiment de la période de l'année à laquelle vous allez en Islande, parce que je vais venir progressivement au troisième point, mais je ne vais pas non plus tout vous spoiler tout de suite, mais les routes en Islande, globalement, sont bonnes, d'accord. Mais ça, c'est quand vous êtes dans les zones urbaines, donc Reykjavik, Selfoss, etc., j'en passe, c'est des meilleurs. Et quand vous êtes sur la N1, la N1, c'est donc la route qui fait le tour de l'Islande et qui, elle, est bien entretenue, a un super bon revêtement, etc., etc. Par contre, pensez aux conditions climatiques. En Islande, si vous y allez à une période pas forcément ultra clémente, nous par exemple on y était allé la première quinzaine du mois d'avril, donc on est vraiment à mi-chemin entre, allez, on sort de l'hiver, on est au début du printemps, enfin c'est pas encore le top du top en termes de conditions, et bien vous pouvez avoir du verglas, vous pouvez avoir des mauvaises conditions de luminosité, du brouillard, vous pouvez avoir de la pluie, vous pouvez avoir de la pluie verglaçante, et surtout si vous avez tout ça et que en plus vous êtes en train de vous enfoncer dans l'intérieur des terres, là où les routes commencent à être mal revêtues, et bien prenez en compte tout ça, ne louez pas une petite voiture. Moi mon conseil c'est de louer au minimum un petit SUV. C'est vraiment pour moi la base en Islande. Location voiture, SUV, voire même carrément un gros 4x4. Hein. J'ai vu qu'on pouvait louer des Jeep Wrangler et je suis bien placé pour savoir que ce sont d'excellents 4x4 et d'excellents véhicules pour aller à peu près partout. Alors sur le papier, c'est une bonne idée de se déplacer en camping-car. C'est une bonne idée, sauf que si c'était à refaire, honnêtement, je ne le referai pas. Parce que d'une part, un camping-car, vous voyez comment c'est fait, et ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler le véhicule le plus adapté pour aller se déplacer en Islande. D'une part parce que ça n'a pas une garde au sol très haute, parce que c'est assez entre guillemets fragile, que déjà le loueur va regarder le moindre centimètre carré du véhicule pour être sûr que vous n'avez rien abîmé quand vous allez le rendre, et ça c'est assez stressant. Vous avez vraiment très peur d'esquinter le camping-car tout au long de ce que vous faites. Donc c'est pas adapté, c'est pas rapide, ça peine dans les côtes, c'est pas assez puissant. C'est vraiment un camping-car, c'est sur le papier c'était une bonne idée. De mon expérience, franchement, ce ne serait pas à refaire. Mais ça va me mener au troisième point qui va concerner cette fois-ci la météo. Parce que le camping-car m'a appris un truc, c'est que ça a une grosse prise au vent. Et du coup, troisième point, la météo. La météo en Islande, en fait, il faut bien vous mettre un truc dans la tête. C'est que c'est la météo qui va décider à votre place des endroits que vous pouvez visiter ou pas. Et ça, c'est super important à comprendre. Alors, un des trucs que le loueur de voiture va vous dire si vous décidez de prendre un camping-car, mais je vous conseille de le faire même si vous avez un véhicule normal. Un des premiers trucs que le loueur de bagnole va vous dire si vous louez un camping-car, ça va être de tous les matins, et même plusieurs fois par jour, de consulter 2 sites internet, parce que ça va être extrêmement important pour vous donner une idée des conditions de circulation sur les routes islandaises. Et de ce point de vue-là, je dois bien avouer que j'ai été impressionné par les Islandais et leur système de relevé, de cartographie des routes et de météorologie des routes. Le premier site dont je parle, c'est le site road.is. Ce serait mieux si j'écrivais mieux du premier coup. Donc road.is.
Sur ce site, vous allez déjà commencer par sélectionner le cadran de l'île dans lequel vous vous trouvez. Donc supposons que nous soyons dans la partie sud. Là, j'enregistre cette vidéo au mois de septembre, pardon, au mois de septembre 2017. Au mois de septembre 2017, vous pouvez constater à l'écran que toutes les routes sont vertes. Donc, il n'y a aucun problème de circulation maintenant. Mais il y a des informations qui sont très importantes. Lorsque on y était en avril, eh bien, vous voyez, dans le bas de l'écran, vous avez d'autres types de couleurs pour les routes. Et nous avons eu droit aux routes, par exemple, orange, qui vous signale qu'il y a des plaques de glace qui sont sur la route. Nous avons eu droit, aux routes bleues, voire bleu foncé, qui vous signalent qu'elles sont glissantes, voire même très glissantes. Celles qui sont en blanc, on n'en parle même pas, elles ne sont même pas déneigées. Et quand bien sûr c'est en rouge, il ne faut même pas compter y aller. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien du cadran en fait. Quand on était en train de visiter le mont Kirkufell et que nous voulions aller un peu plus loin en haut dans les Westfjords, eh bien toutes les routes de ce cadran-là étaient en rouge ou en blanc, mais surtout en rouge. Et bien sûr, avec un camping-car, il ne fallait pas compter pouvoir passer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans certains cas de figure, selon la période de l'année à laquelle vous allez vous rendre en Islande, il faut bien vous mettre dans la tête et il ne faut pas essayer de forcer les choses ni de forcer le destin. Si ce site-là, qui est très pointu et qui est très précis, on a pu le remarquer quand on y était, si ce site-là vous dit que vous ne pouvez pas aller dans un endroit, n'essayez pas d'y aller. J'insiste, ne mettez pas votre vie en danger, ce serait stupide. Parce que, par exemple, avec un camping-car, ça ne marche pas. On aurait eu un énorme, ce qu'ils appellent là-bas les super jeeps, c'est-à-dire des gros 4x4 avec des roues de 50 pouces, avec des clous grands comme ça. Ça passe partout, d'accord, mais on n'avait pas ça. Donc si vous n'avez pas ce genre de véhicule-là, ne commettez pas la bêtise de faire ça. Autre information qui est très 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 importante et très essentielle sur ce site-là, vous voyez, dans chaque spot, en fait, vous avez un petit carré, un petit rectangle qui vous donne des informations importantes. Alors, on va prendre celui-ci, par exemple. Là, bien sûr, vous avez la température, 8 degrés, donc 8 degrés, c'est correct. Vous ne risquez pas d'avoir effectivement des plaques de glace, de gel, etc. Mais le chiffre juste après, par exemple ici, 10 degrés, 4 avec une flèche vers le bas. 4 va vous indiquer la force du vent. Donc là, on sait qu'on est sur un vent à 4 mètres par seconde et la flèche vous donne la direction du vent. Donc là, on sait que c'est un vent qui vient du nord et qui va vers le sud. Un peu plus loin sur cette portion de route là, on sait qu'il fait 6 degrés, qu'il y a un vent de 3 mètres seconde et que c'est un vent qui vient du nord-ouest pour aller vers le sud-est. Et la dernière information, avec le petit logo de voiture, 7 représente le nombre de véhicules qui sont passés sur cette route là pendant la dernière heure. Et le chiffre à côté, le nombre de véhicules total qui passent sur cette route-là en un espace de 24 heures. Donc en moyenne, sur cette route-là, il y a à peu près 1125 véhicules qui passent sur 24 heures. Et dans la dernière heure, 7 sont passés. C'est très important parce que, en fait, ils ont un système là-bas qui monitore les routes de façon très pointue. Et à de nombreuses reprises, quand on était bloqué à certains moments avec le camping-car dans une tempête de neige, on consultait le site et on pouvait savoir s'il y avait des voitures qui avaient réussi à passer. Par exemple, si le site n'était pas à jour immédiatement, on savait que des voitures étaient passées et combien de véhicules étaient censés passer. Et ça, c'est très important. Donc, si on regarde dans d'autres secteurs de l'île, vous voyez que toutes ces informations-là sont à jour. Évidemment, dans le centre de Reykjavik, il y a certaines informations qui n'apparaissent pas parce qu'elles n'ont tout simplement aucun sens, genre le nombre de véhicules qui passent. Il y a des voitures qui passent absolument tout le temps à Reykjavik. Et vous voyez qu'à la proximité, à la périphérie de Reykjavik, vous voyez cette route-là qui va en direction de Selfoss, il y a 13 500 voitures qui passent par jour. Et donc, forcément, vous avez beaucoup de feedback, vous avez beaucoup d'informations sur cette route-là. Par contre, nous, quand on y était, c'était pas vraiment du tout ça. Et on ne pouvait pas du tout circuler comme on voulait. Et surtout, l'information qui concerne le vent est très importante si vous avez un camping-car. Parce qu'un camping-car, le loueur de voiture va vous dire, si le vent dépasse les 10 mètres secondes, vous êtes obligé de vous arrêter sur le bord de la route et vous garez le véhicule face au vent et vous attendez que ça passe.
Donc plusieurs fois comme ça, on a été coincé parce qu'on ne pouvait pas aller dans telle section de route ou passer par tel endroit parce qu'on savait que le vent risquait tout simplement de foutre le camping-car sur le flanc à cause de la force du vent. Donc méfiez-vous de ça, prenez en compte la météo. Et d'ailleurs, en parlant de météo, il y a un deuxième site qui doit être consulté lorsque vous allez en Islande, c'est le site vedur.is. Vedur.is, c'est un site de météorologie qui va vous indiquer de façon assez précise, et bien par exemple, on va dire ça, regardons, ça c'est la force des vents tout simplement, avec un petit graphique en bas de la carte qui vous indique en mètres par seconde. Donc vous voyez que là on est dans des zones vert, parfois un petit peu bleu par là, et que ça, c'est donc un vent compris entre 2 et 8 mètres secondes, et ça coïncide exactement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Vous voyez, 3 mètres secondes, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Donc ici on a du 4 mètres secondes, ici on a du 2 mètres secondes, 4 mètres secondes, 6 mètres secondes, 9 mètres secondes. Donc vous voyez que ça coïncide parfaitement. Donc tous les jours, plusieurs fois par jour, ces deux sites-là sont à consulter lorsque vous voulez faire des déplacements en Islande. Le climat est roi en Islande. Respectez-le et faites en fonction de lui. C'est vraiment un truc super important à retenir pour votre voyage. Pensez-y, votre vie peut en dépendre. Quatrième point. Si vous n'avez pas opté comme nous pour une première semaine en camping-car, vous aurez peut-être opté, comme nous, pour notre deuxième semaine, pour un hébergement fixe. Nous avons fait le choix de prendre un hébergement fixe dans la ville de Selfoss. Alors, pourquoi je vous parle de l'hébergement fixe? C'est parce qu'il y a tout simplement beaucoup de gens qui prennent un hébergement du côté de Reykjavik. Sauf que dans la première partie, le premier point que j'ai abordé tout à l'heure, où je vous parlais des distances, on a très vite vu que par exemple entre Reykjavik et Selfoss, il y avait au moins 150 km. Si vous voulez vous lever le matin à 4h du matin à Reykjavik parce que votre appartement, votre chambre d'hôtel est à Reykjavik, faire 150 bornes, avoir 5 minutes à passer sur place et refaire 150 bornes pour retourner dormir à votre hôtel, libre à vous, mais ce n'est pas du tout l'option que nous avons choisie. Donc pour la deuxième semaine, nous avons choisi de nous rapprocher du secteur sud de l'île qui est très riche en choses à voir, en prenant un hébergement dans une beaucoup plus petite ville qui s'appelle donc Selfoss. Selfoss, qui est sympathique, hein, il y a tout ce qu'il faut à Selfoss, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi dormir, vous avez de quoi faire le plein, vous avez tout ce qu'il vous faut à Selfoss, vous pouvez sans problème y passer votre semaine. Nous avions un appartement qui était situé exactement là où j'ai le pointeur, la petite barre blanche qui est ici, un super appart qui avait été dégoté et réservé par Lionel, avec qui j'étais parti là-bas. Et donc ça nous faisait économiser grosso modo 80-90 km. Donc aller-retour ça faisait du 160 km par jour par rapport à un hébergement à Reykjavik. Donc ça nous a fait économiser beaucoup d'essence, beaucoup de temps, beaucoup de fatigue, parce que par exemple au lieu de faire 150 bornes pour aller de Reykjavik à Skogafoss, en partant de Selfoss, vous n'en avez que 80, grosso modo. 80 km au lieu de 150, ça vous économise deux fois à peu près la moitié moins de kilomètres. Et c'est comme ça pour bien sûr tous les autres sites de la côte sud de l'île où il y a énormément de choses à voir, hein. Bon, je ne vais pas afficher toutes les épingles que j'avais mis de côté, mais vous avez compris le principe. Rapprochez-vous le plus possible des choses que vous voulez voir. C'est pour ça que la première partie le premier conseil que je vous ai donné dans la vidéo est essentiel. Tout dépend de la planification de ce que vous voulez voir en Islande. Cinquième et dernier point, là je vais parler de money. La monnaie, l'argent, c'est quelque chose que j'avais un peu négligé au moment de partir, mais mon Dieu que le prix, le coût de la vie en Islande est élevé. Tout est cher. Donc mon cinquième et dernier conseil, ça sera que prévoyez un budget super large. Il vous faut beaucoup d'argent. À titre d'exemple, le litre d'essence pour votre voiture, c'est 2 €, pas moins. La moindre petite collation, le moindre petit café, le moindre petit gâteau va vous coûter horriblement cher. Je me souviens, j'avais pris en photo le ticket de caisse. On s'était arrêté, je crois que c'était à Gullfoss. Il y a
un petit café où on peut se restaurer, un chocolat chaud et une petite part de gâteau. Et attention, un chocolat chaud, pas le truc bien épais, bien crémeux, etc. Non, non, un truc avec de la flotte complètement dégueulasse. Et le gâteau, un truc industriel. 19 euros. 19 euros. Donc, prévoyez large au niveau du budget. J'ai voulu ramener des souvenirs pour ma famille, notamment les espèces d'écharpes ou de vestes en laine des moutons qu'ils ont là-bas, qui sont vraiment super chouettes. Ça coûte 100, 200, 300, 500 euros, c'est horriblement cher. Donc forcément, j'ai pas pu ramener grand-chose, je suis désolé, mais prévoyez large. Petite parenthèse aussi au niveau de l'argent pendant votre voyage, sachez qu'en Islande, pendant 2 semaines, je n'ai pas eu à toucher la moindre pièce de monnaie ni le moindre billet. En fait, l'Islande est un des pays qui est le plus informatisé au niveau des cartes de crédit. Vous trouvez des terminaux à cartes absolument partout. Il y en a partout, partout, partout. Vous n'avez pas besoin de faire de change quand vous partez ou quand vous arrivez à l'aéroport. C'est totalement inutile de changer des euros. Vous payez absolument tout avec votre carte bancaire. Tout est équipé d'un terminal carte bancaire. Tout ce dont vous avez besoin pour partir là-bas, c'est de votre carte. Un tout petit dernier détail pour ceux qui se poseraient la question des prises électriques. Ce sont les mêmes qu'en France, donc pas besoin de partir non plus avec des adaptateurs. Ça, c'est une bonne chose aussi. C'était le petit bonus en fin de vidéo. Pensez-y. Gardez bien à l'esprit ce que je vous ai dit en termes de choix de destination, de mode de déplacement. Consultez la météo, on ne prévoit pas un voyage en Islande comme ça sur un claquement de doigts, ça se planifie. Surtout si vous y partez à des périodes de l'année qui ne sont pas très clémentes. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez envie de liker, de partager, de commenter, ce sera avec plaisir, c'est une récompense. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans la tête à Toto. Et attention spoiler, on recommencera à parler de technologie puisqu'on parlera de téléphone. Il y a un événement qui se passe la semaine prochaine. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, normalement, vous devez savoir ce que c'est. A ciao, bon week-end.